Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'un des pays les plus pauvres du monde, un immense pays de l'Afrique de l'Ouest, où 60% de la population dispose de moins d'1 € par jour, où un enfant sur 3 meurt avant l'âge de 5 ans, et où un adulte sur 7 est alphabétisé. Un pays pourtant 2e producteur mondial d'uranium derrière le Canada, exploité notamment par le groupe français Areva. Aujourd'hui, c'est l'entretien mensuel que Durablement Vôtre propose en partenariat avec Multicolore, le réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Lorraine. Avec nous, le président de l'association Niger Mazada. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Daniel Masson, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous, à Bar-le-Duc, en Meuse. Le pays que nous évoquerons aujourd'hui est le Niger. Que signifie le titre de votre association Niger Mazada, Daniel Masson? Niger Mazada est une expression qui est tirée d'une langue véhiculaire qui est le Germa, une des ethnies dominantes du Niger. Et cela veut dire que le Niger se développe ou que le Niger s'épanouisse. Voilà ce que nous avons retenu. La langue officielle du Niger étant le français. Oui, c'est le français qui est la langue officielle, vous la retrouvez. Et c'est la langue qui permet à toutes les ethnies de parler entre elles. Un pays riche au moins culturellement. Votre association, Daniel Masson, que vous présidez, a été créée en 2002. Oui, c'est ça. Avec des délégations ailleurs qu'à Bar-le-Duc. Oui, nous avons une délégation en Haute-Marne, une délégation sur Nancy, et nous allons bientôt avoir une délégation à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et nous avons une antenne à Niamey, bien entendu. Combien d'adhérents? 106. J'allais vous demander pourquoi le choix de votre engagement s'est porté sur le Niger. Voici sans doute des éléments de réponse, Daniel Masson. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres au monde, où pour survivre, la population dépend de la culture du mil, du sorgho et de l'élevage. Dans ce pays sahélien, la sécheresse est l'ennemi contre lequel les habitants se battent au quotidien. L'accès à l'eau est un problème crucial, tant pour abreuver le bétail que pour arroser les champs et répondre aux besoins de la population. La nappe phréatique est souvent à plus de 30 mètres de profondeur. Traditionnellement, ce sont les femmes qui puisent à main nue chaque jour les dizaines de litres nécessaires pour le ménage. Une tâche éreintante. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Cet extrait d'une vidéo réalisée en 2015 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en anglais la FAO, pose l'enjeu essentiel du Niger, Daniel Masson. Alors pourquoi nous nous sommes intéressés au Niger? Déjà, il faut relater les circonstances de ma présence au Niger. C'est pour des raisons professionnelles que je me suis rendu dans ce pays et j'étais très marqué par la pauvreté des gens. Et il y a une rencontre, c'est souvent le lot des ONG, la création des marques comme ça. J'ai rencontré à Paris un Nigérien qui avait décidé de repartir chez lui pour développer son pays. Et c'est de là que tout a commencé. Alors on y reviendra tout au long de cet entretien avec vous, Daniel Masson. Le Niger aujourd'hui, comment pourriez-vous en quelques mots, ça va être compliqué tellement le pays est vaste, mais en tout cas nous présenter ce pays, dresser un tableau de la situation du Niger? Alors on peut peut-être commencer par la géographie. Donc le Niger porte le nom de son fleuve qui prend sa source en Gambie et qui traverse le Niger sur 450 km pour se jeter dans un delta qui est bien menacé. C'est le delta du Niger au Nigeria. La population est galopante. À ne pas confondre effectivement Niger et Niger, il y a deux pays côte à côte mais totalement différents. 160 millions d'habitants d'un côté, 17 millions au Niger et des comportements qui sont très différenciés. Mais il faut vraiment faire la différence parce que souvent les gens escamotent le Niger et le Nigeria. Donc ce pays est à une démographie galopante qui peut poser problème, notamment pendant les crises de famine où les enfants sont les premiers à souffrir. La population elle est répartie sur des ethnies. Donc vous avez les ethnies Germa. Ce sont les gens qui sont sur le fleuve, qui vivent d'agriculture, de pêche
et quelquefois d'élevage. Plutôt au sud du pays. Au sud du pays, sur l'est, la bande qui longe justement le Nigeria. Là, vous allez trouver ce qu'on appelle les Haoussa, qui ont plutôt l'industrie et le commerce en main. Et puis d'autres populations, les Toubous, les Bellas. Et au nord, quelque chose que tout le monde connaît, puisque les hommes bleus, les Touaregs, qui se sentent nigériens parce qu'on a dressé les frontières, mais ce sont des nomades qui pourraient très bien vivre entre la Mauritanie jusqu'à l'est de l'Afrique. Mmh. Voilà comment je pourrais vous situer le pays. Politiquement et en termes de religion ? Alors, politiquement, je ne m'avancerai pas beaucoup, mais simplement vous dire que les élections ont eu lieu, qu'elles ont été approuvées par les organisations internationales, même si ça fait un peu de remous dans le pays. Religieusement, on peut caractériser le pays de musulmans à 98%, mais la majorité pratique un islam modéré et se méfie de l'intégrisme. Et souvent, je les entends dire « Aidez-nous à faire des écoles, c'est la meilleure façon de lutter contre l'ignorance ». Ce que disait également Victor Hugo en son temps, en d'autres termes. Daniel Masson, le Niger, et on va bien sûr venir avec vous sur l'action même de l'association que vous présidez. Le Niger, ancienne colonie française, indépendante depuis 1960. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, la France a quitté, comme beaucoup de pays, donc il y a une succession d'indépendances dans l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina, le Niger, mais a quand même conservé toute l'organisation à la française. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, vous y retrouvez la gendarmerie, la police, les impôts. C'est une petite partie de la France quand même. Je reviens sur cet extrait que nous avons diffusé à l'instant concernant l'accès à l'eau. C'est un des domaines d'intervention de l'association Niger-Mazada, Daniel Masson. Oui, alors c'est notre priorité. En fait, nous n'intervenons dans les villages que par l'accès à l'eau en premier. Donc pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien, dans des pays sahéliens où la température peut atteindre en plein été 50 degrés, la recherche de l'eau, qu'elle soit pour la nourriture ou l'hygiène personnelle, pose des problèmes. Alors l'image de dire qu'une femme fait 5, 6, 7 km pour aller chercher de l'eau, souvent dans un marigot, existe. Et quand ce n'est pas la mère de famille, c'est son enfant. Et c'est souvent la jeune fille. Et cette jeune fille est privée d'école. Donc nous avons choisi d'intervenir en priorité par l'accès à l'eau potable, sous différentes manières que je peux vous expliquer. Allez-y, vous êtes là pour ça. Alors, en fonction de la taille des villages, puisque nous demandons quand même que l'entretien et la maintenance soient assurés, nous pouvons faire un puits cimenté, que vous devez imaginer, avec un trou et on descend des buses jusqu'à 80 mètres de profondeur et on tire l'eau avec des puisettes. Deuxième possibilité, si les gens ont un peu plus de moyens, nous allons faire ce qu'on appelle des forages à motricité humaine, dont c'est une pompe qui est actionnée. Mais là, il y a des problèmes de maintenance de joints, donc il est nécessaire de contribuer à la gestion de l'eau. Et quand le village est suffisamment important, organisé, nous faisons des mini-adductions d'eau, donc des châteaux d'eau de 21 mètres cubes, dont la pompe d'Exor est alimentée par panneaux solaires. Mais là aussi, la contribution est plus importante. Au Niger, une femme meurt toutes les 2 heures pendant sa grossesse ou lors de l'accouchement. On vient juste de la perdre. Hémorragie secondaire. Parfois, on peut avoir même 3 dans la semaine. Au Niger, un décès comme celui-ci n'est malheureusement pas un cas isolé. Dans ce pays, le risque pour une femme de décéder suite à des complications durant sa grossesse ou son accouchement est l'un des plus élevés au monde. Sur 100 000 naissances, plus de 650 femmes meurent contre 10 femmes en France. Pourtant, les risques liés à la maternité sont sensiblement les mêmes partout dans le monde. La différence qu'il y a entre le monde développé et le monde en développement, c'est qu'au moment où apparaît l'urgence, la femme, la décision est prise, l'accès est assuré, les transports est là, le diagnostic est posé et la prise en charge est prise pour sauver la femme à temps. Tous ces délais sont encore présents ici et dans d'autres pays de la sous-région qui font qu'elle meurt. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était le témoignage du docteur Marie-Claire Mutanda, spécialiste en santé maternelle et néonatale, dans une vidéo réalisée en 2010
par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, une agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants, créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en 2017 aujourd'hui. Est-ce que la situation au Niger s'est améliorée, Daniel Masson ? Alors, on peut considérer que la situation s'est améliorée de par la politique internationale et nationale d'investissement dans les centres de soins et de santé. Pour notre part, nous, dans les régions où nous intervenons, nous créons des centres de soins intégrés. Et dans ce centre, nous avons réservé une place à l'accouchement. Donc, nous avons une maternité qui est complètement équipée. Le gouvernement met à disposition le personnel. Et pour encourager les visites prénatales, l'accouchement assisté, les visites postnatales, nous offrons à chaque mère de famille une petite layette. C'est peut-être pas grand-chose, mais pour elle, c'est beaucoup. Et le taux de prévalence dans notre centre, c'est-à-dire le taux d'accouchement assisté, qui était de 0% en 2005 et de l'ordre de 80% dans notre zone d'intervention. Daniel Masson, on néglige bien souvent la dimension culturelle dans la coopération internationale, où finalement on dénonce aussi très souvent le caractère, ou en tout cas le comportement peut-être un peu post-colonial, alors pas seulement des Français, mais des Occidentaux en général. Comment est-ce que votre association prend précisément cette dimension culturelle en compte dans son action ? Écoutez, il faut déjà aimer les gens avant de se rendre dans des pays comme ça. Il faut avoir une grande écoute et de la patience. Il ne faut pas arriver en promettant des choses qu'on ne pourrait pas tenir. Donc nous, notre façon de travailler, c'est de découvrir les gens, de démontrer ce qu'on peut faire et de le faire après. Mais il y a un temps d'adaptation à la population pour laquelle nous allons intervenir qui est long. Je vous donne un exemple. En fin février, là, je pars au Niger pour des projets que nous allons mener en novembre. On comprend la démarche. Alors précisément, Daniel Masson, lorsqu'on est comme vous président d'une association de coopération internationale, en l'occurrence au Niger, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement personnel, en termes de voyage, en termes aussi de budget et de lieu d'intervention sur place ? Alors c'est une autre vie, mener une ONG comme nous le souhaitons de le faire, parce que je dis nous, parce que je suis le président, mais il y a quand même 106 personnes, 105 personnes à côté de moi. Pour ma part, c'est 2 à 3 heures par jour de travail pour donc répondre aux besoins des financements. Il faut solliciter les organismes comme le Région Grand Est, il faut solliciter le conseil départemental, la mairie, la communauté de communes, les agences de l'eau. Beaucoup d'organismes sont prêts à vous aider, mais il faut quand même se montrer très pro pour pouvoir les satisfaire. Donc ça, c'est pour moi, une part de mon temps qui est non négligeable. Comment nous choisissons les pays sur place, les endroits sur place, c'est avec notre correspondant. C'est-à-dire que les pays, les villages déposent des requêtes. La requête est préétudiée par notre correspondant et on profite d'un de nos voyages pour se rendre dans le village, de prendre les informations et de donner notre réponse. Et c'est seulement là que nous intervenons. Alors précisément, les moyens d'intervention, même budgétairement, financièrement, Daniel Masson ? Alors nous sommes une association, comme vous l'avez dit, qui a été créée en 2002, avec un budget qui était de 0. Et aujourd'hui, nous investissons de l'ordre de 180 000 € par an. Mais nous ne le faisons pas seuls. Nous le faisons grâce à l'appui financier des collectivités publiques. Je vous ai cité le Grand Est, la région Grand Est, je vous ai cité la communauté de communes de Bar-le-Duc, la mairie de Bar-le-Duc, de Tronville-en-Barrois et les agences de l'eau, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Est-ce que sur place, la coordination entre précisément les différentes ONG se fait ? On peut imaginer aussi que chacun y va un peu de son projet, non ? Alors, il faut constater que le Niger, ayant connu des problèmes d'insécurité comme son voisin le Mali, les nombres d'ONG de notre taille sont peu nombreuses. Donc nous sommes plutôt solitaires dans nos actions. Nous ne rencontrons rarement des ONG, hormis celles qui sont internationales, MSF, l'UNICEF, mais là nous n'avons pas grand-chose à faire en commun. Vous évoquiez en début de cette partie, Daniel Masson, la mortalité maternelle et post-natale. Comment ça se vit humainement sur place ? Alors, vous savez, la religion les guide beaucoup et la fatalité permet d'accepter beaucoup de choses. On revient à la dimension culturelle. Oui. Donc nous, on est plutôt gênés de savoir qu'une femme est morte en couche et que là-bas, pratiquement, c'est une volonté divine qui a conduit ça. Les mentalités sont en train de changer.
Le planning familial est en train de s'installer parce que les femmes veulent réguler leur corps un peu comme on le fait en Europe. nate mai hai kudize garbainya kulutin da kofto anai se dubagara no gakanu nei se dubagara no gakanu na dubagara no gakanu ta jo kulutin da kofto anai se dambu no gakanu nei se dambu no gakanu dar mai ganana ida forma di biganda dar mai ganu malai do gogado dar mai ganana ida forma di biganda mai waganu malai do gogado ana pulu kai gahigi darmai de nei gahigi kamayo mati kadija wala kamayo tipati dinai te sugi loro ai minodu bagara moto hinda undu bundu moto hinda igade ga gasu hinda imaka sum imawa imahanna gayete imaka sum imawa imahanna gayete darmai galala isa porunda diviga darmai waganu balai do gogado darmai galala isa porunda diviga darmai waganu balai do gogado ai baba nazar mawaha ai mo balle kaina nandi darmai ai kai yanno darmai ai ba yanno e ai gito nya daino dine karmo ihau sama kai tiha magokko akurunya hanna daino agaza no gahampa ihinka kon magan agaza no gahampa ihinka kon magan darmai ganala ida porna dimi kai darmai ganala balai no gogado warai darmai ganala ida porna dimi darmai waganu balai no gogado Kwarai. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Par le groupe nigérien d'Abdou Salam. Vous évoquiez, Daniel Masson, la situation des femmes, notamment dans précisément leur rapport à leur propre corps. Les choses évoluent aussi progressivement en matière économique. Oui, les femmes ont décidé, et je pense qu'elles sont très volontaires pour se prendre en charge. Mais pour se prendre en charge, il faut leur donner les moyens de le faire. Or, nous avons trouvé sur place, nous avons écouté les femmes et elles nous disent « aidez-nous par des microcrédits ». Donc, le temps d'étudier la question, il s'agissait pour des groupements de femmes solidaires. Je vous expliquerai pourquoi après. C'est d'acheter des petits animaux, des ovins, des bovins, de les engraisser, de les vendre sur le marché, de garder le bénéfice et de nous rembourser. C'est un style de microcrédit revolving, si on peut le dire. Nous avons mis ça en place depuis 2000. La référence au revolving n'est pas très heureuse quand on sait les ravages que produit le revolving, chez nous en France en tout cas. Bon, en tous les cas, nous, il n'y a pas d'intérêt sur les prêts. Et depuis 2005, les 300 microcrédits qui sont en place n'ont pas connu d'impayés. Alors, à ce qu'on nous a dit. Mais comme elles sont solidaires entre elles, si une famille venait à perdre les animaux pendant leur élevage, les autres vont contribuer pour rembourser. Et nous sommes aujourd'hui à 25 000 euros de microcrédits d'engagés et nous avons des demandes d'un peu partout dans les villages dans lesquels nous intervenons. Daniel Masson, lorsque, comme vous, on intervient au Niger, est-ce que vous n'avez pas des fois le sentiment, bien sûr, d'intervenir de façon très positive, j'imagine, et on le verra encore tout au long de cet entretien, en même temps, et pardonnez-moi si je suis un peu brutal, est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire ? C'est à la taille de notre ONG. Ça ne peut être que dérisoire par rapport à l'étendue des problèmes que le Niger rencontre. Vous avez dit tout à l'heure, on l'a dit, c'est le pays le plus pauvre au monde selon l'indice de développement humain des Nations Unies. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc pour régler ce problème-là, on a serré une zone géographique et on n'en sort pas. On ne se disperse pas. Donc nous sommes à 60 km autour de Niamey et nous ne travaillons que dans les villages de brousse, villages ruraux, un peu comme la Meusée. Les Meusiens apprécieront. Pour autant, est-ce que précisément on n'aurait pas envie de
là aussi vouloir intervenir partout et vouloir prendre un peu tout le monde en charge? Oui, mais ça, il faut être raisonnable. Vous avez entendu une ONG, un budget de 180 000 euros, je ne vous ai pas dit, mais aucun frais de gestion. C'est-à-dire que tous nos déplacements, tout ça, sont pris en charge par nous. C'est notre contribution à la solidarité que nous entretenons. On pourrait peut-être monter à 250 000, 300 000 euros, mais je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà. Je crois que nous avons aménagé un projet que nous sommes capables de mener. Quel est le problème endémique du Niger? Qu'est-ce qu'il faudrait mener comme réforme structurelle dans le pays pour que ces pays-là se passent de la coopération internationale, Daniel Masson? Alors c'est le développement économique qui peut régler le problème, donc par l'éducation et par la formation. Donc si on commençait par l'éducation de base, mettre tous les enfants à l'école, respecter une parité des garçons et des filles à l'école, compléter cette éducation par une formation, il me semble qu'une partie du problème pourrait être réglée. Le deuxième, qui est plus délicat, c'est les problèmes de santé. Vous n'ignorez pas que un fléau touche ces pays-là, c'est le paludisme. Et pour le moment, les grands laboratoires cherchent des solutions. Quand ils les ont retrouvés, à quel prix ils vont vendre à des Nigériens qui n'ont pas plus d'1 euro par jour pour se nourrir? C'est ça, je crois, le plus gros problème. Quand je visite des villages et que je vois des gens qui sont étendus parce qu'ils sont frappés par le paludisme, je ne sais pas quoi faire, en fait. Pour autant, je le disais en introduction, c'est un pays riche en ressources naturelles. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des rééquilibrages à mener, Daniel Masson? Alors, l'économie, comme vous l'imaginez, elle repose sur l'uranium. Mais l'uranium, c'est actuellement, au vu de Fukushima, de l'écroulement des cours de l'uranium, qui a obligé Areva à geler une mine à ciel ouvert qu'elle est en train de vouloir exploiter. C'est 5% des revenus du Niger. Aujourd'hui, il y a aussi le pétrole. Des Chinois sont en train d'exploiter le pétrole. Mais c'est peu. Il faudrait trouver... On dit que le Niger, c'est plutôt une activité primaire, donc c'est l'élevage, l'agriculture. On n'est pas encore passé à un stade industriel. Pour autant, est-ce que le modèle dominant de la mondialisation n'amène pas aussi des pays comme le Niger à une forme de dépendance? Alors, si, on peut, mais ils sont dépendants des autres pays parce qu'ils fonctionnent en économie de projet. Vous allez avoir le Japon, par exemple, qui va venir, je fais un projet sur 3 ans, va amener des millions ou des milliards de CFA. Vous allez avoir la France qui va faire pareil avec l'Agence française de développement. Le projet s'arrête, on en redémarre un nouveau. C'est ça qui n'est pas structurel. On n'est pas dans la continuité. Quelle est la motivation des pays qui interviennent dans un pays pauvre, au-delà de l'assistance, comme le Niger, Daniel Masson? Bon, nous avons une responsabilité morale en tant que Français vis-à-vis de l'Afrique et notamment du Niger. C'est pas en Meuse que je vais vous parler des tirailleurs sénégalais qui comprenaient à la fois des Sénégalais et des Nigériens. Ce sont des gens qui sont venus se battre et mourir pour nous. Nous les avons colonisés. Je crois qu'on a cette obligation morale de les aider. Alors les autres pays ont sûrement d'autres intérêts. Il y a des pays asiatiques qui n'ont pas d'obligation morale, mais qui ont simplement des obligations économiques. On retiendra le terme obligation. La situation des femmes au Niger, Daniel Masson, vous le disiez, passe aussi et peut-être surtout par l'accès à l'éducation. À cette époque, je ne pouvais pas rêver. Comme chaque jour, je faisais des travaux ménagers. Je ne pouvais pas souvent aller à l'école et je n'arrivais pas à suivre en classe. Dans mon village, tout le monde pensait que l'étude n'était pas nécessaire pour les filles. Et j'ai accepté cette situation même si je voulais étudier. Mais peu à peu, la situation a changé. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. J'aimerais que vous contextualisiez cet extrait que l'on vient d'entendre, tiré d'une vidéo réalisée en 2016 par la JICA, en français l'Agence de coopération internationale du Japon, à propos du projet Rêve École pour tous, Daniel Masson. Le Japon est présent significativement au Niger. Je les croise et je lis leurs projets. Donc il va vraiment dans le sens de l'éducation, par la construction d'écoles, par la dotation en fournitures scolaires et pédagogiques. Je vous dirais qu'on a même un peu copié petitement leur modèle.
Et il se déploie avec des partenariats avec le ministère de l'Éducation nationale du Niger, dans des endroits au Niger. Et c'est vraiment quelque chose de très très important que le Japon mène. Et je crois que là, on peut dire que c'est quelque chose qui ne demande pas de contrepartie et qui est très apprécié par la population. On dit, je le redis encore, les gens là-bas disent l'éducation nous permettra de sortir de l'ignorance nos enfants. Nos maris, tout ça, c'est terminé. Mais nos enfants, nos filles et nos fils, si vous les mettez à l'école, Deschamps va lutter contre le mariage précoce. La première règle de ça, c'est plus vous laissez vos enfants, plus vous laissez la jeune fille à l'école, moins les parents seront tentés d'accepter le mariage précoce. Et ces enfants-là, quand ils partiront au collège, certains d'entre eux iront à l'université, ce sont peut-être les cadres de demain. Daniel Masson, là aussi, quel est l'intérêt du Japon d'intervenir au Niger ? Alors, vous comprenez bien le sens de ma question. On se dit quand même, j'entends bien sûr votre propos, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que on pourrait croire que des ONG de coopération internationale sont finalement, ou peut-être, des espèces de têtes chercheuses ou des ponts avancés qui gâchent peut-être du business derrière tout ça. Alors, la présence du Japon au Niger, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas que le Japon. Si vous visitez la capitale Niamey, vous allez trouver les Allemands, vous allez trouver les Américains, vous allez trouver les Suisses, vous allez trouver le Canada. Donc beaucoup de pays respectent des accords de coopération bilatéraux. Donc dans les accords qui sont passés... Mais c'est forcément la main sur le cœur ? Ça, je ne peux pas trop vous dire. Je pense qu'il y a quand même des intérêts économiques derrière tout ça. Vous devez bien vous douter que le Japon utilise de l'uranium. Vous savez qu'Areva est présent là-bas. Alors est-ce que tout ça est lié ? Je ne peux pas trop vous répondre, mais dans les accords bilatéraux tels qu'on les connaît, tels que la France les signe aussi, il y a le volet humanitaire, mais derrière, il y a toujours des accords économiques. Et avec le risque d'une instrumentalisation des ONG, des organisations non gouvernementales qui interviennent dans les pays comme votre association Niger Mazada au Niger, Daniel Masson ? Non, nous avons, nous, un agrément du ministère de l'Intérieur. Nous avons des accords avec le ministère de la Santé, de l'Éducation, de l'Hydraulique, mais nous ne sommes pas concernés et ne sommes même pas approchés par ces grands accords internationaux. On rencontre l'ambassadeur de France régulièrement à Niamey pour lui rendre compte, et je crois que ça limite notre intervention. L'association Niger Mazada, Daniel Masson, intervient, on le disait à l'instant, bien sûr, sur l'éducation. Est-ce que dans ce domaine-là aussi, vous avez des actions très concrètes au Niger ? Alors, c'est très basique, hein. C'est la construction d'écoles, c'est son équipement, c'est la dotation de fournitures scolaires. Et peut-être le petit plus pour nous, c'est que chaque rentrée scolaire, les enseignants n'ont pas à attendre la dotation gouvernementale, on les dote en matériel pédagogique. Et nous avons un parrainage de quelques femmes qui sont très sensibles dans notre association, qui abondent chaque année pour améliorer le quotidien des enfants, soigner un enfant s'il a besoin. Et quand il y a la grève, par exemple, dernièrement, il y a une grève, nos 5-6 écoles qui sont en activité, nos enseignants ne se sont pas arrêtés parce que nous avons pris en charge le minimum vital pour les nourrir. Est-ce que la prise en charge par les Nigériens eux-mêmes, Daniel Masson, au bout d'un certain nombre d'années d'intervention, est-ce qu'on peut espérer un développement autonome du pays, ou est-ce que vous imaginez qu'on reste en permanence dans cette forme de dépendance, peut-être qui pourrait être l'autre mot de coopération ? Mais ça cache aussi quelque chose que moi j'entends régulièrement. Que deviennent vos installations quand vous êtes partis ? Alors ça nous a beaucoup à travailler. On a réglé ce problème-là, on pense l'avoir réglé. C'est-à-dire que chaque chantier, pendant 3 ans, c'est pas un contrôle, il y a un accompagnement. Donc, tous les mois, il y a quelqu'un de notre association qui est basé à Niamey qui se rend dans les villages. Nous sommes sur une 20aine de villages actuellement. Et qui regarde ce qui se passe bien, ce qui se passe mal, il nous rend compte et on fait les ajustements nécessaires. Alors maintenant, est-ce que ça va changer le pays ? En tous les cas, nous, dans les 20 villages dont nous intervenons, avec les microcrédits, l'eau, la santé, je peux vous dire que oui, ça change, oui. Accès à l'eau, statut des femmes, situation économique, état du patrimoine naturel, nous savons bien que tout est lié. Au Niger aussi, l'état de la biodiversité est un bon indicateur. La girafe d'Afrique de l'Ouest, caractérisée par un pelage aux taches claires, est une espèce menacée. En raison de la sécheresse et de la chasse, le nombre de girafes a fortement chuté au Niger dans les années 80.
En 1996, on ne comptait plus que 50 girafes dans la région. Un chiffre qui alarme les défenseurs des droits des animaux et qui menace la biodiversité dans la région. Basée à Kouré, l'association de sauvegarde des girafes du Niger est une ONG qui travaille en collaboration avec un zoo en France pour préserver les animaux dans leur milieu naturel. Ces derniers mois, des études ont montré que le nombre de girafes a augmenté progressivement, atteignant le chiffre de 130 animaux. Ce sont les dernières girafes de toute l'Afrique de l'Ouest qui résident ici au Niger, donc ça c'est une grande chance pour le Niger. La sauvegarde de cette espèce permet aussi de relancer l'économie touristique dans la région. En effet, beaucoup de visiteurs font le déplacement pour venir observer ces animaux au long cours dans leur milieu naturel. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. En citant cet extrait d'un reportage réalisé en 2012 par Alcara TV, une chaîne d'information dédiée à tout le continent africain créée en 2010, vous avez souhaité mettre en lumière une initiative positive au Niger, Daniel Basson. Et il y en a beaucoup. Alors oui, c'est le parc naturel des dernières girafes d'Afrique de l'Ouest qui est situé à Kouré, pas très loin du Bénin ou du Mali et du Burkina. Et moi j'ai visité à plusieurs reprises ce parc avec ma casquette d'ONG et je me disais, personne ne me demande rien. Et il a fallu 5 ans ou 6 ans pour qu'un jour quelqu'un s'arrête et me dise, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble ? Alors j'ai dit oui. Quand vous dites personne ne me demande rien, c'est sur place. Sur place, oui. Personne ne me demandait rien. Je rencontrais les chefs de village, le maire, le chef de canton. Personne ne me demandait rien, alors qu'ils savaient qu'on intervenait de l'autre côté. Et puis un jour, ça s'est passé. On nous a dit, tiens, j'ai dit, écoutez, je n'ai pas trop vocation à m'occuper des girafes. Même si elles étaient 70, qu'elles sont 500 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer... à Gondreville, M. Pio, le président du groupe Prêt à Partir. Là, on est revenu en Meurthe-et-Moselle, Daniel Masson. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à Gondreville, au siège du groupe Prêt à Partir, autocariste et agence de voyage, qui j'avais rencontré, me dit qu'il avait des problèmes de compensation carbone, qui versait des choses au Brésil, mais il ne voyait pas ce que ça voulait dire, et qu'il avait entendu parler de moi. Et du coup, j'ai dit, mais tiens, les girafes, le groupe Prêt à Partir, Niger Mazada, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors on est allé dans les villages, on leur a dit, on vous fait un puits, on vous fait des latrines, et on plante des arbres, on plante des acacias, parce que l'appétence de la girafe pour l'acacia, c'est sa nourriture de base. Mais en même temps, vous nous laissez former dans les écoles, sensibiliser les enfants sur la coupe de bois et sur le respect des plantations que l'on fait. Et on est parti comme ça. Aujourd'hui, on a presque 30 000 arbres de plantés. On est présent dans 7 villages et on va continuer donc à améliorer par la plantation donc les arbres pour les girafes et la vie des gens. Est-ce que ça veut dire, Daniel Masson, qu'on passe comme ça de la préoccupation de l'accès à l'eau, de l'éducation, aussi aux girafes et par là même à la protection et la préservation du patrimoine naturel ? Alors ça a été un débat, puis même un débat de conscience, parce que comment conjuguer à la fois le bien-être des populations, les attentes des populations, et s'occuper des girafes qui pourraient paraître secondaires dans le pays le plus pauvre au monde. En fait, tout était lié. Si on ne s'occupait pas des gens, ils allaient braconner la girafe. Si on ne s'occupait pas de la girafe, elle allait venir manger dans les jardins des paysans. Donc je crois que tout était lié, et en fait c'est peut-être le projet aujourd'hui qui me motive le plus. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'on est dans on est dans des éléments du moment. On est dans la lutte contre le maintien de la biodiversité. On est dans le vivant. On est avec des populations. C'est quelque chose. C'est presque sentimental en fait. Est-ce que c'est une évolution ? Est-ce qu'il y a des évolutions aussi comme ça, des étapes dans la vie d'une association, d'une ONG comme Niger Mazada dans sa pratique, on pourrait presque dire sa stratégie d'intervention dans un pays comme le Niger, Daniel Masson ? Alors, pas vraiment, parce la base reste quand même l'eau. Vous voyez, même au niveau de la réserve des girafes de Kouré, nous implantons des puits dans les villages, donc on commence par ça avant d'aller planter les arbres et de s'occuper des girafes. Non, nous avons une entrée focale qui est l'accès à l'eau, et là on n'en sort pas de ça. Et précisément sur place, comment cette approche est vécue ? On sait même en France, en l'occurrence, beaucoup de personnes s'indignent qu'on puisse s'occuper du bien-être animal, par exemple, au lieu de s'occuper d'abord du bien-être des humains. Est-ce qu'on a la même dichotomie au Niger, par exemple, Daniel Masson ? Oui, mais enfin ça, j'ai des réponses. Parce que quand les Français consacrent 3 milliards d'euros pour nourrir leurs chats et leurs chiens, on peut faire quelques petits euros pour s'occuper des girafes, sans oublier qu'on y associe quand même les populations par des investissements.
Daniel Masson, vous venez de nous évoquer ce rapprochement, ce partenariat avec un voyagiste prêt à partir, pour ne pas le nommer. Est-ce que on peut imaginer d'autres partenariats qui permettraient à votre association Niger Mazada d'accroître encore ses actions au Niger? Nous sommes en plein dans l'actualité parce que l'expérience que nous vivons avec Prêt à partir a été vue par un groupe d'experts comptables de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et ce soir même, j'envoie un projet de convention et ils vont nous déléguer des maîtrises d'ouvrage pour intervenir pour leur compte au Niger. Alors il y a une histoire, c'est que le patron des experts comptables s'est rendu un jour au Niger et a toujours ça dans sa tête et a toujours ça dans sa conscience. Mmh. Quelle est la part précisément d'émotion, on pourrait presque dire d'émotivité, quand, comme vous, Daniel Masson, on intervient en Afrique, au Niger? Écoutez, je peux dire ce que les Nigériens ils disent t'es plus Nigérien que nous. Non, je crois que je vis la population nigérienne parce qu'elle vous la rend. En fait, c'est une population qui est aucun moyen, accueillante, respectueuse. Quand je rentre dans une école, les enfants se lèvent et disent bonjour. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Mugun Magani de Dan Gourmou, un grand artiste de l'Ader qui a marqué le monde musical nigérien, repris ici par Ali Djibo, du blues nigérien en somme, Daniel Masson. Oui, c'est un artiste malheureusement qui est décédé, qui a adapté la musique traditionnelle par le blues. Et la chanson peut paraître même au niveau de la religion du Niger un peu spécifique parce qu'il aborde les problèmes du bienfait des médicaments, pour ne pas dire d'autre chose, et de la bière.
Il ferait sans doute des émules également de ce côté-là. Daniel Masson, comment en êtes-vous arrivé à vous engager dans la coopération internationale? Parce que je crois savoir que ce n'est pas votre métier, voire même une passion de tout temps. Alors, avant 2002, je savais ce que c'était que les associations, les ONG, mais je me voyais pas dedans. En revanche, vous connaissiez très bien l'Afrique. Oui, parce que j'avais une expérience pour une entreprise meusienne sur la Côte d'Ivoire, et par mes fonctions chambre de commerce, j'ai pu traverser d'est en ouest ou d'ouest en est toute l'Afrique ouest de l'ouest et l'Afrique de l'Est. Quelle fonction à la chambre de commerce de Meuse? Alors je dirigeais donc le service d'appui aux entreprises avec un volet commerce international. Donc vous êtes plutôt du côté de ceux qui exploitent l'Afrique. Ah oui. Je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire on exploitait le bois. Et le mot exploiter, il a été exploité parce qu'on n'avait pas du tout comment imaginer que les dégâts qu'on pouvait causer. Donc j'avais plutôt une approche économique. Mmh. Et donc, il a fallu que je rencontre cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'aille dans ces villages. Et je reprendrai les propos de François Piot près d'à partir. Je ne pourrais plus jamais penser comme avant. Quand il revient du Niger avec moi, c'est ça. Je ne peux plus penser comme avant. J'ai changé ma façon de penser. Est-ce que ça veut dire, Daniel Masson, que vous auriez eu une autre vie si vous étiez entré en contact avec ces gens-là plus tôt? Sûrement. Je ne déteste pas le métier que je faisais avant, mais comme celui-ci, de piloter une ONG, vu les moyens qu'on peut mobiliser, c'est tellement motivant et le retour que vous avez sur place vous engage dans une autre vie. Et je crois que je me serais épanoui complètement là-dedans. Est-ce qu'on peut allier ou pratiquer une autre forme d'économie qui ne soit pas dévastatrice? Vous êtes encore en partie dans les affaires, Daniel Masson. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer, là encore, un modèle économique qui permette un échange, un progrès commun et collectif, sans les aspects ravageurs, peut-être plus liés d'ailleurs à la financiarisation qu'à l'économie proprement dite? Oui, alors on peut y croire. Moi, je veux bien y croire parce que la plupart des entreprises ont engagé quand même des processus de responsabilité sociétale et environnementale. Donc ce ne sont pas que, je pense, des écrits. Maintenant, les gens qui interviennent font attention. Il y a eu la COP21, il y a eu la COP22 à Marrakech, on en parle de plus en plus. Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Je crois que tout ça, ça doit jouer quand même dans la tête des gens. On ne pratique plus comme avant. Sauf encore certains pays. Bon, j'ai pas peur de le citer. Quand je vois les Chinois intervenir au Congo ou au Gabon, c'est à se désespérer. En même temps, on sait aussi aujourd'hui de plus en plus, parce qu'il y a un effet, pas forcément de mode, peut-être de prise de conscience de la part de nos concitoyens. On sait aussi que les entreprises, on appelle ça du greenwashing, affichent des logos, affichent des labels, affichent des responsabilités sociétales d'entreprise et qui, par exemple, restent purement des paroles. Alors il y a même des ONG qui affichent des logos et qui ne font rien. Je vais vous donner un exemple. Au Niger, je ne peux pas me permettre de citer leur nom, une ONG qui sur son site annonce avoir planté 2 500 000 arbres à Tillabéri, qui est à 120 km de Niamey. Je suis allé faire un tour, il n'y a pas un arbre de planté. Donc il y a des gens qui respectent sûrement leurs engagements, mais il y a encore du chemin à faire. Comment faire la différence ? Écoutez, comment faire la différence, c'est comme... je ne sais pas vous répondre. Hein, je ne peux pas vous répondre. Moi, ce que je dis à mes financeurs, je ne vous trahirai pas. J'ai cette obligation morale vis-à-vis d'eux. Donc je rends compte. Et si tout le monde faisait pareil, peut-être que ça aiderait. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Daniel Masson, président de Niger Mazada à Bar-le-Duc, dans la Meuse, une association membre du Multicolore, le réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Lorraine. C'est le moment de votre choix. On écoute. Une action humanitaire visant à améliorer les conditions de vie de populations rurales a été menée par l'association Niger Mazada. Et pour cette association, tout n'était pas gagné d'avance. Dans la région de Kolo, nous avons eu à faire face à des conditions sanitaires déplorables, puisque les règles d'assainissement sont inexistantes.
Et on pouvait comprendre ces populations parce qu'elles n'avaient déjà pas accès à l'eau potable. La région de Kolo repose essentiellement sur sa situation sahélienne, avec des réserves d'eau comment importantes, mais une nécessité de forêt avec des profondeurs importantes pour trouver l'eau. Des actions spécifiques ont alors été déclenchées pour alimenter en eau potable les 4000 habitants de 7 villages. Cet extrait d'une vidéo réalisée dans le cadre des Trophées de l'eau 2012 de l'agence de l'eau Reimeuse pour illustrer votre coup de cœur, Daniel Masson. Oui, alors vraiment le coup de cœur, c'est d'être lauréat des Trophées de l'eau 2012 organisés par l'agence de l'eau Reimeuse. Et pour nous, c'était un combat de gagner. Nous avions en face de nous des ONG, dont une nationale, voire internationale, la MAP. On avait très très peur. Et on avait des choses... on voulait vraiment cette récompense. Pourquoi ? Parce que ce que nous faisons dans le domaine de l'eau, nous en sommes fiers. Et ce trophée nous intéressait particulièrement pour le mettre en avant vis-à-vis de nos autres partenaires. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu cynique, Daniel Masson, dans le fait qu'une instance comme l'agence de l'eau, mais ça peut être d'autres, finalement récompense les meilleures actions dans les pays les plus pauvres ? Ça leur permet déjà de justifier leur investissement, puisque vous comme moi, quand vous ouvrez le robinet, vous avez une redevance qui part aux agences de l'eau, alors Reimeuse ou Seine-Normandie, suivant votre localisation. Et une partie de cette redevance doit être consacrée sur le développement de l'Afrique. Donc la façon de délivrer les trophées de l'eau, c'est une façon de dire aussi, voilà ce qu'on a fait avec notre argent. Comment voyez-vous la suite du développement du Niger et peut-être de l'Afrique en général, Daniel Masson ? Alors moi, je regarde les statistiques. Alors il y en a un qui est particulièrement parlant, c'est l'évolution de la population, donc la démographie, qui est galopante, qui commence à se maîtriser dans certains pays. Et je vois sortir l'indice de développement, on annonce des indices de développement de 5-6%. Comme ils en sont à la base, ils en sont en mode agricole, il faut espérer qu'ils puissent transformer sur place. On annonce des entreprises en Éthiopie, au Kenya, dans la fabrication de chaussures. Je crois que les pays qui sauront répondre à la demande des investisseurs pourront tirer leur épingle du jeu. Je ne sais plus qui disait qu'il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur offrir du poisson. Oui, moi non plus, je ne me rappelle plus, mais ça reste d'actualité. Est-ce que c'est une démarche qui est en cours au Niger ? Rappelons quand même que nous travaillons, nous, dans les zones rurales. Et si vous voyez le travail des femmes qui se lancent dans le maraîchage, se lancent dans la couture, se lancent dans les microcrédits, elles ne demandent rien à personne. C'est ça, moi je pense que c'est la prise en charge, c'est ça un peu. Elles ne nous demandent pas d'argent pour acheter, elles nous demandent de leur procurer les moyens de générer de revenus pour pouvoir se l'acheter. C'est un peu l'expression de ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, l'association Niger Mazada, c'est, vous me disiez, Daniel Masson, une centaine de personnes. Auriez-vous besoin, j'imagine que oui, davantage de soutien, et si oui, dans quelle perspective ? Écoutez, nous, ce que nous souhaitons, c'est de profiter de l'extension de la région Grand Est. Donc nous sommes Meusien, donc le plus petit département, mais finalement on est au centre un peu de tout ça. C'est pouvoir peut-être profiter des expériences de nos amis alsaciens, parce que j'ai rencontré des Alsaciens qui étaient sur le Niger, étendre un peu le nombre de nos adhérents et peut-être trouver, et je crois plus au mécénat maintenant d'entreprises, trouver des entreprises qui ont des buts qu'on pourrait partager ensemble sur leur responsabilité sociétale et environnementale, parce que, mine de rien, certains jouent le jeu quand même. Vous semblez dire ça avec une insistance qui peut-être pourrait prêter à un doute. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, vous le disiez tout à l'heure, Daniel Masson, des entreprises qui, alors on imagine que oui, ont une démarche effectivement sincère dans ce domaine-là ? Écoutez, moi, je n'en connais que deux pour le moment, et je peux vous dire que c'est plus que sincère, parce que ce sont des gens qui... le révélateur, c'est qui se rendent dans le pays, voir ce qui a été fait. Et l'exemple de Prêt-à-Partir, quand son patron est revenu en novembre du Niger, et il m'a dit, mais il faut aller en Afrique. Une fois qu'on a vu ça, on ne peut plus le penser comme avant. La nouvelle entreprise qui vient de nous rejoindre, la personne est très sincère. Alors maintenant, comment en trouver d'autres ? Ça, c'est le point d'interrogation. Ça, c'est le boulot, c'est mon boulot. Et je vous remercie pour cette interview, parce que ça permet quand même de diffuser de l'information. Mais ce n'est pas très facile, parce que le Niger déjà est mal connu. Il est confondu.
les problèmes de terrorisme et tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'islam, comme les amalgames, c'est plus facile peut-être de travailler au Bénin qui est catholique que de travailler au Niger qui est musulman, mais bon, on ne lâche pas l'affaire. Là aussi, d'immenses enjeux. On le sait aussi, les stratégies d'accaparement des terres au Niger, comme ailleurs en Afrique, par de grands groupes internationaux. Daniel Masson, comment est-ce qu'on lutte contre ces phénomènes qui sont probablement aussi en lien, et on ne les évoque quasiment jamais, avec les phénomènes migratoires que l'on vit aujourd'hui en Europe? Alors la chance du Niger, c'est que les problèmes sont connus, puisque l'accaparement des terres touche le pays voisin qui est semblable au Niger, qui est le Mali, où des grands groupes internationaux sont accaparés les terres les plus rentables. Aujourd'hui, le Niger avait un projet avec des pays du Golfe. La société civile s'est emparée du problème et le débat est lancé. Donc j'imagine que le gouvernement tiendra compte de ça et tiendra compte de l'expérience du Mali. Merci Daniel Masson pour cet entretien. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes le président de Niger Mazada. Pour en savoir plus, soutenir vos actions au Niger, faire un don ou tout simplement adhérer à votre association, rendez-vous sur votre site à l'adresse www.nigermazada.asso.fr. Cette émission a été réalisée en partenariat avec Multicolore, le réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Lorraine, dont Niger Mazada est l'un des membres. Vous êtes d'ailleurs vous-même, Daniel Masson, administrateur de Multicolore, à retrouver sur www.multicolore.org. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.